Je vais appeler à la table ronde Sophie Pauline-Lédin, Jacques Dubux, David Marchal, Laurent Villemesse et Alain Nadaille. Nous avons un petit changement, vous l'avez sans doute remarqué, je ne sais pas s'il y a assez de chaises, si on joue au jeu des chaises, on va le découvrir. Le petit changement, c'est que Abdelila Slaoui du CNRS aurait dû être là et qu'il a été retenu à l'ANR. Alors, c'est le jeu des chaises, on va prendre ça de Jean-Marc. Installez-vous. Alors, on va prendre un mode de fonctionnement qui va être un petit peu réduit, on va corriger pour Alain Nadaille. Le mode de fonctionnement va être le suivant. Ce que je vais proposer, c'est à ceux qui ne se sont pas encore exprimés, peut-être Sophie, étant donné que vous êtes d'EDF, je vais supposer que Jean-Christophe a déjà parlé pour EDF. Donc je vais demander, en termes d'introduction à la table ronde, je vous rassure. Donc je vais demander, côté DGRI, ministère genre de la Recherche, de s'exprimer. David Marchal, aussi à David de s'exprimer rapidement. Laurent aussi, s'il le souhaite, avec deux possibilités dans l'expression. Soit de nous parler des thématiques en recherche SHS qui leur paraissent les plus importantes pour continuer à progresser dans la compréhension de la mise en œuvre de ces techniques solaires. Alain, c'est pour toi. Soit de nous dire ce qui, pour vous, paraît le plus important, ce n'est plus le que faire, mais le comment faire, en termes d'organisation de la recherche, bien sûr, et d'actions à mener qui ressemblent ou non à ces deux. Voilà. Donc, je vais commencer par Jacques Dubux, qui est directeur scientifique du secteur sciences de l'homme et de la société à la DGRI, Direction générale de la recherche et de l'innovation, du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci. Je vais être bref et je vais essayer d'être percussif. J'ai entendu beaucoup de choses remarquables dans peu d'exposés auxquels je vais assister. Je vais vous indiquer brièvement les perspectives qui sont les nôtres à la DGRI en SHS. Autour de questions semblables à celles du photovoltaïque, je ne vais pas m'engager dans les questions de recherche fine touchant à la tarification. Première chose que je voudrais dire, au fond, on a avec la question du photovoltaïque une instanciation d'un problème assez général qu'on a remarqué et analysé depuis maintenant d'assez nombreuses années, qui est celui du rapport entre les SHS et le reste du monde, je veux dire le reste du monde académique. Sommairement décrit, on a souvent une sorte d'antagonisme assez traditionnel entre deux positions. L'une, dont j'ai entendu dans l'exposé auquel j'ai assisté tout à l'heure certaines expressions, qui est nous demandons, ou il est demandé au SHS de répondre à des problématiques d'acceptabilité. Pour le dire de manière caricaturale et un peu provocante, la fonction qui est assignée au SHS dans ce contexte, c'est une fonction, je dirais, de lubrification. Vous avez le suppositoire technologique, et il s'agit d'accroître la force de pénétration du photovoltaïque dans le corps. En fin de ça, vous avez une réaction à la fois naturelle, mais qui prend souvent des formes outrancières, qui est celle des SHS fiers, etc., qui réagissent par exemple, comme ça a été le cas dans les années récentes, en répondant aux questions d'interfaçage entre les problématiques de l'énergie et les SHS, en disant, au fond, les sciences sociales sont énergiques. Une des réponses qui a été proposée, c'était sous la forme d'un petit livre qui a été publié par l'Alliance Athéna et dont le titre, très significatif pour moi, est « L'énergie des sciences sociales ». Voilà, contribution. Je pense que cette sorte d'antagonisme relativement codé désormais
conduit à une impasse, que nous devons dépasser ce genre de conditions, que des efforts doivent être faits de part et d'autre, mais qu'au-delà de la bonne volonté, un certain nombre de conditions doivent être réunies. Alors, je ne sais pas, je me renseigne d'abord, pardon, c'est une question interne, mais comment vous envisagez la table ronde? J'ai 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes 3 minutes, et ensuite on va faire un petit téléphone sonne, ça va être 5 minutes. Quelle lucidité dans mon caractère, donc je vais faire ça en 3 minutes. Procédons par ordre et regardons par exemple ce qui se passe à l'étranger, là où les choses se passent bien. Je pense par exemple au Master Énergie de l'MIT. Vous avez des configurations de recherche de type en France inédit, si on accepte peut-être le lead à Paris 0, qui articulent de manière organique, sans antagonisme outrancier, les SHS et les sciences de l'énergie au sens le plus habituel, des juristes, des historiens du climat, etc. Je crois qu'on devrait progresser dans cette direction. Pour ce faire, au fond, je considère, et je voudrais vous soumettre ça, qu'il y a 2 lignes possibles qui sont d'ailleurs non exclusives. Alors, je vais juste introduire une distinction, vous savez que les SHS sont parfois compliqués, entre 2 points de vue sur les SHS. Il y a d'une part le point de vue de l'explication et d'autre part le point de vue de la compréhension. La table ronde était nommée compréhension. En SHS, on distingue classiquement entre, c'est toujours en langage en Erklärung, c'est-à-dire explication, former des hypothèses, etc. Au terme de l'explication des comportements humains, c'est un peu le point de vue de l'entomologiste qui regarderait les fourmis. Et vous avez la compréhension proprement dite, PhD maintenant, qui est le point de vue dans lequel on essaie de se placer, c'est une opération assez compliquée, à la place des agents dont on examine le comportement. Je donne quelques mots sur les 2 perspectives et puis après je passe la parole à mes partenaires et puis je pense qu'il y aura des discussions du point de vue de l'explication strictement parlée. Vous pouvez considérer que les comportements humains pertinents pour les questions de l'énergie et photovoltaïque sont dans un régime d'explication du type suivant. Vous avez d'une part des entrées, des stimuli, si vous voulez, qui sont les conditions économiques des agents, les prix auxquels l'énergie est vendue sous ces différentes formes, et vous avez en sortie des comportements de consommateurs. Alors j'ai entendu consommateur, je pense, enfin, je généralisais un peu sur le terme, mais l'essentiel c'est que dans cette problématique, vous avez une corrélation entre entrée, variable macroéconomique et comportement, dans laquelle l'interface est une boîte noire. C'est fondamental comme dans l'informatique du comportementalisme classique, entrée-sortie, etc. Et vous avez une autre perspective qui, à mon sens, est complémentaire, elle doit être également adoptée, c'est-à-dire on essaye de, l'opération, encore une fois, est compliquée, de savoir ce que ça fait. What's like to be? What's like to be about? Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? Qu'est-ce que ça fait de se mouvoir avec comme repère l'écolocation? Qu'est-ce que ça fait que d'être dans un paysage où vous avez respectivement des pylônes ou des cellules photovoltaïques, etc. Et il est assez essentiel, c'est en tout cas le tournant qui est en train d'être pris, d'articuler les 2 points de vue. Et l'un des défis auxquels les SHS contemporaines sont en train de faire face, c'est d'essayer, pour le dire de manière un peu emphatique, d'objectiver le subjectif. C'est-à-dire cet élément subjectif qui fait qu'au fond les comportements des gens sont sous l'influence non pas de ce qu'on appelle le stimulus distal, c'est-à-dire l'objet en tant que tel, mais sous l'influence du stimulus proximal, c'est-à-dire ce que ça fait d'être devant cet objet, d'être devant le paysage, etc. Les progrès actuels en SHS concernent les tentatives pour rendre objective cette dimension subjective et vécue. Pour juste citer quelques exemples, et je m'en tire là, par souci de concrétude, prenez par exemple les choses qui ont été faites dans le domaine de quality of life. Tout ce qui a été fait sur les essais pour associer aux températures objectives en degrés Celsius la notion de température ressentie. Tout ce qui est fait aux Nations Unies, à l'OCDE, en France ou en Europe,
dans la catégorie de ce qu'on appelle New Frames of Reference, c'est-à-dire au lieu de mesurer les transitions sociales à l'aide de variables macroéconomiques genre PIB, essayer d'avoir des paramètres qui rendent compte de l'aspect vécu des transitions sociales. Il me semble que la seconde voie doit être, elle aussi, en dépit des risques évidents d'échec qu'elle comporte, entreprise et qu'elle doit être corrélée à la première. Et il me semble, en particulier dans le photovoltaïque, j'ai entendu parler tout à l'heure de la dimension esthétique, ce que c'est que la présence respective de pylônes, d'éoliennes ou de panneaux voltaïques dans l'environnement visuel quotidien. Il est clair que ces dimensions-là doivent être prises en compte. Et mon tout dernier mot, j'ai déjà dit que c'était mon tout dernier mot, mais ça je suis sûr que ce sera le dernier, c'est relatif un peu à l'expérience que j'ai eue au Conseil scientifique international d'Alstom pendant des années, avant que ce soit racheté par qui vous savez, dans les conditions que vous savez. Il était très frappant de voir les gens insister sur, au fond, la différence entre une centrale nucléaire ou un aéroport et des objets du genre véhicules de transport ou modules de production d'énergie décentralisés. Dans une centrale nucléaire ou un aéroport, la fonction détermine presque entièrement la forme. Alors que vous avez dans le photovoltaïque, ça a été très bien illustré dans les photos qui ont été données, différents modes d'implantation des cellules dans le thème exposé. Vous avez une variabilité esthétique qui peut constituer un des leviers par lequel la dimension, c'est-à-dire vécue du rapport à l'énergie photovoltaïque, prend son sens et peut être objectivé et modifié. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à David Marshall, qui est directeur adjoint en production énergie durable à l'ADEME. Donc, David, tu as 180 secondes plus. Alors, j'essaie de faire très vite, peut-être un peu moins sur la R&D. Enfin, je voulais aussi vous donner quelques chiffres issus de sondages d'opinion qu'on fait à l'ADEME, puis je vais essayer de faire le lien avec des pistes de recherche, sachant que en termes de cadre général, l'ADEME s'intéresse de plus en plus au SHS, y compris dans le domaine de la recherche. Nos appels à projets de recherche, vous le savez sans doute, s'ouvrent petit à petit à ces thématiques-là, que ce soit sur des appels à projets dédiés, mais également sur des appels à projets de type plus technologique. Alors je peux donner l'exemple des smart grids, où clairement, dans la plupart des projets de réseaux intelligents, il y a un volet social, il y a un volet ergonomique, il y a un volet perception par les utilisateurs de tous ces sujets-là. Notre point, c'est bien entendu d'accompagner la généralisation, la massification de la transition énergétique. Et donc, voilà, on travaille, on fait des publications qui sont faites pour comment accompagner. Comment accompagner les changements de comportement. Alors, accompagner les changements de comportement, c'est déjà un peu les connaître. À l'ADEME, on fait un sondage tous les ans sur les ENR, enfin sur l'environnement de façon globale. Et ce qui est assez amusant quand on regarde le photovoltaïque par rapport aux autres, c'est de voir à quel point cette énergie est bien perçue, notamment par rapport à l'éolien, la biomasse, la méthanisation, etc. Globalement, c'est le photovoltaïque et l'énergie qui est vouée de tous les avantages. Elle est perçue comme la moins dangereuse, l'énergie d'avenir, la moins polluante, la moins chère à produire, celle qui est le plus adaptée à l'indépendance énergétique, la plus respectueuse de l'environnement, de l'effet de serre, etc. Alors on voit qu'un certain nombre de ces... Ça c'est quand on fait un questionnaire à une personne représentative de la population française, on voit que c'est très positif, c'est même erroné dans certains cas. Les gens se trompent dans la façon dont ils classent les énergies. Donc un des points là, c'est de faire attention à éviter les désillusions par rapport à cette perception qu'ont les Français du photovoltaïque. Mais de façon générale, c'est une ENR pour laquelle les freins de passage à l'acte sont finalement assez peu importants, et notamment quand on les compare à ceux de l'éolien. Globalement, en termes d'acceptabilité, là aussi, le phénomène NIMBY est très faible. On pose la question directement, est-ce que vous accepteriez d'avoir une centrale PV à côté de chez vous ? Sinon, est-ce que vous accepteriez d'avoir une grande centrale en toiture à côté de chez vous, etc.
Quand on additionne tout ça, on a 40% des gens qui accepteraient d'avoir une centrale au sol à côté de chez eux, et on additionne à ça 40% des gens qui accepteraient, y compris de l'avoir sur les toits. Donc on a une grande majorité des gens pour qui le photovoltaïque à proximité de chez eux ne pose pas du tout de problème. Là encore, ça pose des questions de généralisation. On a une énergie qui bénéficie d'une bonne acceptabilité, c'est pour autant qu'il faut tout lâcher et ne pas y faire attention. Notamment la densification des centrales au sol dans le sud de la France. Enfin, je pense qu'il faut se préparer aussi à accompagner ces questions d'acceptabilité sociale, voire orienter un peu différemment les politiques publiques pour aller davantage vers les grandes toitures, peut-être faire remonter un peu aussi la limite nord d'implantation des centrales photovoltaïques au sol. Alors après, si on en vient un peu aux questions de R&D en lien avec la compréhension des faits sociaux qui se trouvent derrière l'autoconsommation, on a encore, nous, dans les travaux qu'on soutient, une compréhension assez lointaine des sous-jacents à l'autoconsommation, même si, globalement, les Français s'y disent globalement favorables. On peut avoir des motivations technophiles, des motivations liées à l'autonomie énergétique, à l'environnement. C'est encore des questions qui sont assez ouvertes, mais également les questions d'acceptabilité des changements de comportement. C'était évoqué tout à l'heure, autoconsommer, ça veut dire aussi éventuellement déplacer des usages. Et là, certaines études étrangères vont regarder, c'est souvent dans les pays du Nord visiblement, quel impact ça a sur un foyer. C'est visiblement plutôt les femmes que ça impacte. C'est ce que m'a dit ma collègue féminine, sociologue, hein. Donc il n'y a pas de sexisme dans ce que je vais dire. C'est souvent les femmes que ça impacte parce qu'on va déplacer la machine à laver, etc. Donc si les hommes ont une machine à laver, mais ça c'est un autre détail. Voilà. Il y a quand même des questions aussi de qu'est-ce que ça va changer dans la vie de tous les jours pour un foyer qu'on ne sait pas bien encore déterminer. Enfin, l'autre point que je voulais aborder, c'est le côté financement participatif. Et plutôt l'engouement qu'il y a à avoir cette autonomie énergétique et le développement des projets, on va dire, non plus personnels, mais au niveau d'une collectivité ou d'un territoire. Des études qu'on a menées, les projets qui naissent d'une volonté de faire bouger un territoire ont plus de chances d'aboutir que les projets qui naissent d'une volonté unique de développer les ENR. Autrement dit, le côté trop militantiste en fait d'un projet qui voudrait uniquement faire du PV ici, là, pour l'école, etc., a moins de chances d'essaimer ou de récolter l'adhésion autour de lui qu'un projet qui va se placer dans une optique de développement territorial un peu plus large, quitte à ne pas faire que de l'énergie, mais peut-être à aller aussi vers la gestion des déchets ou que sais-je. Voilà, ça, ce sont des premiers résultats assez intéressants, mais on voit bien que là, il y a encore beaucoup de questions de compréhension autour de ces questions-là. Alors qu'on traite, voilà, via nos appels à projets de recherche, recherche à traiter via nos appels à projets de recherche, mais aussi via la mise en place d'outils. Là, on est en train de réfléchir à la mise en place d'un fonds pour accompagner les projets participatifs dans leur phase amont, participatifs ou citoyens, dans leur phase assez amont. Il y a un besoin de financement de ces projets, enfin, il y a un besoin de professionnalisation, on n'a pas tous un expert comptable, un avocat et que sais-je autour de chez soi. Et donc finalement, accompagner ces projets là, dans les phases amont, ça aurait tout un intérêt pour faciliter leur développement. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai fait 180 ou... Heureusement, on n'a pas mesuré. Donc merci pour ces sollicitations, parce que je ne pense pas qu'on ait ce soir le débat justement sur l'utilité des SHS versus un agenda plus critique qui a été évoqué par Alain Nadin. Parce que ce débat, on ne l'aura pas, mais il est évidemment important. Donc merci pour ça, David. On va passer donc aux remarques, suggestions, propositions de Laurent Villemez. Donc Laurent, toi tu es professeur de sociologie à l'université de Saint-Quentin et surtout tu es notre animateur, pilote, directeur du département SHS de l'université de Paris-Saclay. Oui, et je n'ai pas la moindre compétence en sociologie de
de l'environnement ou de l'énergie. Mais enfin, je vais quand même dire... Les micros marchent pas. Et oui, je vais parler un peu plus fort, c'est pas très grave. J'ai l'habitude des amphis. Tu la marches pas non plus. Non. Si. Bon. On va crier. Non, ce que je voudrais dire pour commencer, bon, il n'y a pas besoin. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que souvent dans les, on a des expériences, j'ai des expériences en tant que responsable des SHS à Paris-Saclay, de contact avec les autres directeurs de départements scientifiques, et notamment avec les physiciens qui sont très forts sur le plateau, en termes quantitatifs, etc. Et du coup, une des premières choses, il y a deux choses qu'on essaye de défendre. La première chose, c'est qu'il y a déjà une interdisciplinarité au sein des SHS et qu'il y a une diversité des sciences humaines et sociales. On parle beaucoup, et c'est normal, l'ITZ est un laboratoire d'économie, mais effectivement, il y a d'autres manières de voir ces SHS, la place des SHS dans l'énergie, même si sur Saclay, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'autres manières de le voir, mais il y en a d'autres possibles, je y reviendrai dans un instant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un peu lié, quand on est à des sciences dures, comme on dit, en face de nous, souvent, ils sont plein de bonne volonté pour essayer de mettre les SHS dans les projets, parce que en fait, ce dont je me suis rendu compte aussi depuis quelques temps, c'est que ça devient une valeur ajoutée aussi que de mettre des SHS dans les projets divers pour obtenir plus de financement. Donc ça, c'est tout à fait positif. Non mais je ne dis pas ça ironiquement, c'est-à-dire que c'est une manière de rentrer, c'est une manière de... c'est comme ça qu'on fait, non? Enfin, vous, non? Mais en tout cas, c'est une manière de rentrer dans les objets, de participer, d'avoir des financements et d'inventer de l'interdisciplinarité au jour le jour dans des discussions qui ne sont pas tous les jours faciles. Et dans cette bonne volonté, effectivement, là aussi, le plus souvent, par exemple, moi j'ai déjà eu des échanges avec des gens de sciences de la vie, des médecins, des spécialistes du médicament, des pharmaciens, etc. Et ils voient les SHS dans une logique là aussi d'économie, la question de l'économie, du coût, etc. Et donc en fait, il y a tout ce travail à faire pour dire il y a d'autres manières de penser, de penser ça. Par exemple, et donc moi j'en vois au moins 3, c'est juste des petites pistes que j'ouvre comme ça qui pourraient intéresser peut-être autrement les SHS. En particulier, je suis désolé un peu, la sociologie, mais aussi la science politique, ou la sociologie politique. Il y a la question, mais c'est d'autres manières de penser. Je pense que vous avez posé plein de questions, et nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est les traduire, y compris dans les autres disciplines des SHS dans lesquelles vous n'avez pas travaillé, de les traduire d'une autre manière. Par exemple, sur les usages et les non-usages. C'est une manière un peu différente. Alors, vous avez évoqué les motivations. Moi, j'en évoque une autre en bon sociologue dispositionnaliste, comme on dit. C'est les dispositions des individus à agir. C'est-à-dire pas simplement ce qu'ils ont, comment ils sont motivés, mais leur socialisation, leur manière d'avoir connu les questions d'énergie, leur expérience ou pas, etc. Et ces dispositions-là ont beaucoup de conséquences, évidemment, sur l'intérêt ou le désintérêt pour là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de coût, on le sait bien, ou de stimuli économiques, mais bien plus profondément, d'une question de socialisation à ces questions-là. Et là, on voit bien, par exemple, le travail quotidien et depuis des décennies de l'ADEME pour avancer sur ça. Alors, pas seulement, etc. Mais voilà. Deuxième élément très rapide. Une chose peut-être qu'on ne voit pas très souvent, c'est la réflexion pas seulement sur les consommateurs, mais sur les producteurs, et sur les producteurs du discours, sur les producteurs de cette norme Alors pour nous c'est une évidence, le CEA par exemple est un grand producteur d'un discours, et nous autres chercheurs, nous sommes pris dans cette production, dans ces intérêts, nous avons intérêt à défendre ça. Et donc ça peut être intéressant de réfléchir, et c'est ce que fait toute une partie de la science politique, par exemple, de réfléchir
aux politiques publiques, ce que vous avez appelé à plusieurs reprises la gouvernance, aux politiques publiques liées au photovoltaïque, mais dans les intérêts divers et variés, économiques, non économiques, politiques, la place des mouvements écologistes au pouvoir ou pas actuellement, etc., etc. Les intérêts contradictoires, les alliances inattendues, etc. Et puis le troisième point, ça peut être intéressant aussi d'étudier les normes donc, de photovoltaïque qui apparaît évidemment, qui peut apparaître comme une espèce d'évidence. Comme vous le disiez, c'est bien, c'est vers là qu'il faut aller, etc. Sauf qu'effectivement, il faut aussi réfléchir et le penser comme une norme de consommation ou de moindre consommation. Même la question de la déconsommation ou de la décroissance est déjà une forme de norme qui obéit, dont l'adhésion obéit à des dispositions différentes, à des façons de voir le monde différentes. Et je pense que, voilà, cette manière, ce que je veux juste dire, c'est que c'est l'intérêt de la diversité de penser la diversité des SHS, la nécessité de penser les diverses sciences humaines et sociales, de les utiliser peut-être simplement pour ouvrir la focale, pour penser les choses d'une autre manière, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi à Paris-Saclay, en approchant, et c'est pour ça que c'était pas de l'humour en disant que ça nous permet rentrer via des demandes de financement et nous permettait en fait de discuter avec les chercheurs non SHS de toutes ces questions-là. Ça n'est pas facile, hein, on le sait, tous les jours, on n'est pas d'accord, on ne se comprend pas tout, et il y a ce travail nécessaire de rapprochement et qui me semble effectivement une nécessité et surtout particulièrement intéressant de part et d'autre. Voilà. Merci Laurent. Juste pour rebondir sur un sujet, quand tu nous dis que le CEA par exemple, les producteurs du discours, c'est tellement vrai qu'il y a eu une intervention sur NIRT, et NIRT, c'est un projet CEA, vous avez pu voir comment le CEA a pu faire évoluer ce discours. Donc on est parfaitement conscient de ça, et on rentre dans des processus qui sont des processus SHS, j'allais dire réflexifs, mais qui engagent effectivement les transformations de notre propre discours, et c'est indispensable pour nous. La réflexivité, elle est effectivement ce qui nous permet, elle est aussi peut-être ce qu'on... Ça ne veut pas dire que les autres sciences sociales, les autres sciences ne sont pas réflexives, mais ça peut être juste une manière de mettre un miroir, mais de se le mettre à nous-mêmes aussi, hein, bien entendu. C'est une nécessité. Voilà. Morale, déjà. Voilà, on participe tout à fait de ça. Alors, ma petite négociation, quand même, à Sophie Boulet, leur place, donc, qui est chercheur expert au groupe Énergie, Technologie et Société de Grex de l'IFRD, de nous dire un mot précis. Alors, juste un mot. Donc, on a vu même sur la table ronde qu'on a quand même souvent aussi une vision assez enchantée du photovoltaïque, parce que globalement, tout le monde est d'accord que c'est formidable dans l'opinion publique. Il y a les inclinaisons à vouloir en mettre, mais en même temps, comme il a été dit dans la salle, concrètement, quand on veut mettre du photovoltaïque, comment fait-on ? Nous, concrètement, à EDF, on en revient à des études du terrain où on va voir chez les particuliers comment s'est passée leur décision, quelles sont leurs représentations du solaire, à quel moment dans leur parcours de vie, dans le parcours de trajectoire d'habitat, ils ont installé du photovoltaïque, quels sont les freins, et puis leur imaginaire aussi, ce qu'ils en attendent, puisqu'on voit qu'il y a un imaginaire quand même d'une énergie qui est gratuite, abondante, disponible et bonne pour l'environnement, donc quand même avec des effets rebonds en ce qui concerne l'autoconsommation en tout cas, qui sont possibles. Donc au-delà de ces imaginaires, un fantasme aussi d'autonomie énergétique, qu'on ne voit pas qu'en France, hein, qui traverse différentes études aussi à l'étranger. Et concrètement, de ces études-là, qu'est-ce qu'on en tire des relations au réseau et des relations à la consommation énergétique? Est-ce que ça signifie, en mettant du photovoltaïque, que je vais baisser? Vous avez eu pitié de moi? Non, c'est pas ça. Toujours pas. Non, bon. Est-ce qu'en mettant du photovoltaïque, on devient le consommateur, le prosumer, comme on dit, ou celui qui consomme et qui devient producteur et qui a donc une meilleure visibilité, une meilleure conscience de l'énergie et qui va faire attention à son électricité?
Bon, c'est pas un lien aussi mécanique que ça. C'est probablement l'une des conclusions évidentes, c'est qu'il y a plusieurs profils et plusieurs motifs d'installation de l'énergie, et à partir de là, plusieurs demandes des habitants auxquelles on peut répondre. On peut répondre par des services nouveaux, en inventant un système énergétique demain qui va permettre d'intégrer cette énergie solaire en modulant les consommations, parce que globalement les producteurs, la majeure partie, sont prêts à ça. Ils sont prêts à ça, mais dans un contrat négocié, c'est-à-dire à avoir une nouvelle place dans le système énergétique, mais une place discutée, on va dire. Donc toutes ces questions-là, on les aborde dans des équipes projets. Donc la question de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité, elle ne se pose pas réellement chez nous, parce que d'emblée, en tant que sociologue, on est intégré dans des équipes projets avec des économistes, avec des ingénieurs, et on va intervenir à la fois dans la conception des dispositifs et à la fin aussi dans leur évaluation pour voir ce qui a été conçu et en quoi ça a répondu ou ça a été réapproprié par les habitants, et en quoi il faudrait peut-être rectifier et avoir une vision prospective pour envisager de nouvelles choses. Voilà. Merci pour cette présentation. C'est vrai que vous êtes une des très rares entreprises où il y a réellement ce niveau d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité. Cette exception mérite absolument d'être évoquée. Alain Nadal voulait réagir sur un point particulier. Vas-y Alain. Juste sur ce qui a été dit sur l'ouvrage L'énergie des sciences sociales. Peut-être que vous n'étiez pas là ce matin, j'en ai parlé. Je suis un des auteurs des coordinateurs de cet ouvrage. L'initiative qu'il y avait derrière cet ouvrage et dans cet ouvrage, c'est un exercice de diplomatie de sciences sociales. Ça s'appelle l'énergie des sciences sociales parce qu'on a tenté de mettre autour de la table des sciences sociales, de parler en langage non technique pour faire comprendre la façon dont on problématisait ces questions et ce que l'on pouvait apporter. Ça a produit des choses derrière, qui a été, Jean-Guy le sait, des réunions avec l'Alliance Athéna, une implication dans le défi 2 de la guerre sur l'énergie. Aujourd'hui, il y a un collègue, Olivier Labussia, qui est co-auteur, qui va proposer, dans une réunion, qui est justement qu'on organise des réunions entre porteurs d'axes, de défis techniques, de technologues, et nous qui sommes 2 représentants des sciences sociales, pour essayer justement de poser ensemble des agendas de recherche, de les faire rentrer dans la programmation ANR. Voilà, donc la volonté n'était pas du tout de s'arc-bouter sur une posture fière de sciences sociales qui refuserait d'entrer dans des questions de collaboration, dans des coopérations, pour ne pas être instrumentalisé sur des questions d'acceptabilité. Certes, on est prudent par rapport à ça. Moi, je me suis engagé récemment dans un article avec un collègue sociologue pour expliquer à quelles conditions on pensait que les sciences sociales pouvaient avancer dans ces directions. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est non pas du tout une posture de fierté, mais au contraire, c'est essayer de s'engager, et on le fait vis-à-vis des ONG dans un GDRI avec des étrangers en Angleterre et dans des pays étrangers, justement pour sortir des contextes un peu français qui tendent à polariser les positions. Sur le fond, sur la dichotomie entre explication et compréhension, elle est intéressante. Moi, je vois un peu le travail du chercheur comme un travail d'enquête. Et d'enquête dans un contexte où des projets technologiques sont lancés, où des acteurs se trouvent concernés par ces projets parce qu'ils en subissent des effets ou parce qu'ils sont convoqués. Et le travail de sciences sociales est un travail qui, à mon sens, est un travail qui procède de la compréhension, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe, mais dont la finalité est d'essayer de contribuer à ce que tous les acteurs qui sont embarqués dans ces processus, leurs promoteurs ou ceux qui sont convoqués, à les aider à expliciter leur position et les enjeux qu'ils y nourrissent et à formuler ces enjeux collectivement, de façon à ce que ces projets puissent être débattus de la manière la plus symétrique possible. Voilà. Et je pense qu'il est très riche, que les dispositifs type MIT sont extrêmement riches et qu'en tant que sciences sociales, on gagne énormément sur ces questions d'énergie qui sont très techniques, à ne pas dire de bêtises,
et être baigné dans des environnements de sciences dures sur ces sujets. Alors, je ne voudrais pas vous frustrer pour ne pas vous dire, n'ayons pas trop de réunions entre spécialistes là-dessus. Un point qui est très important, je pense que vous l'avez vu lors de l'organisation de cette journée, c'est ce désir de travail en commun. Alors, pour le moment, effectivement, c'est pas forcément massif, quoique ça dépend des unités dans lesquelles on se trouve. Ensuite de ce qui vient d'être rappelé par Alain Nadaille, il y a les interfaces entre l'ANCRE, l'Alliance chargée de l'énergie, et Athéna, donc celle des SHS. Et il y a un groupe de travail qui bosse régulièrement entre nous pour là aussi progresser. Et je souscris complètement à ta présentation, Alain, sur l'idée que mieux comprendre ce qui se passe pour pouvoir partager des visions et des éléments et contribuer à la qualité du débat, des prises de décision, c'est un objectif que nous avons en commun. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous passer la parole. Alors, si vous pouvez suivre plutôt l'agenda que je vous propose, tant mieux, sinon on est assez ouvert, bien sûr. L'agenda que je vous propose, c'est quoi? C'est quelles sont les actions qu'on peut mener, que vous verriez mener en mobilisant certaines des SHS que vous connaissez, quitte à les mobiliser en commun, d'une part, et d'autre part, ce qui est aussi un sujet pour nous sur le bateau Saclay, c'est comment le faire, quelles sont les voies pour le faire, c'est un des gros sujets, notamment pour la MSH. Voilà, je ne sais pas qui veut intervenir. Une question là-bas. Plutôt une intervention. Non, en fait, c'était un peu un regard, excusez-moi, un peu critique par rapport à la journée. C'est vrai que PV et SHS, c'est vrai que je m'attendais peut-être à une plus grande diversité d'interventions sur ces questions aujourd'hui sur la recherche qui est menée en sciences humaines et sociales sur ces questions d'énergie. Pour preuve, on a organisé l'année dernière un colloque sur la question de l'approche critique de l'énergie en sciences humaines et sociales, et où je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de recherches qui sont menées de ce point de vue-là par beaucoup de chercheurs en sociologie, en géographie, en histoire et autres. Et c'est vrai que par rapport au panel qu'on a pu aujourd'hui voir, il y avait quand même une très grande place, il me semble, qui a été donnée à l'économie, qui est une science humaine et sociale, mais qui me semble peut-être pas donner une visibilité peut-être sur d'autres travaux aujourd'hui, sachant, comme l'a indiqué notre confrère sociologue, que la sociologie elle-même, on n'a pas, je pense pour ma chapelle, a elle-même beaucoup de sous-disciplines, en tout cas de sous-thèmes qui se rapportent à ça, qui déjà pourraient montrer, je pense, une plus grande diversité aujourd'hui à ce niveau-là. Merci pour cette remarque. Moi, je n'avais pas cette impression-là, je ne sais pas si elle est partagée par l'autre, parce qu'il y a eu 2 thèmes sur l'économie. Alors ça, c'est un vrai sujet, la place de l'économie. On pourra en discuter très longtemps, parce qu'effectivement, les économistes de l'énergie, ils sont en clair dans l'encre, ils ne sont pas très peu dans Athéna, ce qui est un sujet en soi. Ça ne nous empêche pas de travailler en commun. Et juste, on peut dire que sur Saclay, la difficulté, parce que ça fait quand même un certain temps que tu viens vers nous, vers Stéphano et moi, pour dire quels sont les sociologues, etc. Sur Saclay même, de la sociologie de l'environnement, de la sociologie de l'énergie, etc. Ça n'est pas une... c'est pas comme au Pacte à Grenoble, où là, en l'occurrence, il y a tout un axe. Alors, il y a plein d'autres endroits qui ne sont pas de la sociologie académique dans lesquels il y a, même si moi, celle du GRETS, la seule que je connais, c'est plutôt celle du travail, mais enfin, ça, c'est autre chose. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, il y a la science politique, il y a la sémiologie, il y a la sociologie et l'anthropologie. Bien sûr, je t'en prie. Et il y a beaucoup de liens avec des réseaux académiques en sociologie de l'environnement, en sociologie de l'énergie, à partir du GRETS. Hein, ça veut dire qu'il faut qu'on avance là-dessus. Mais oui, mais parce que nous, dans les logiques académiques, c'est-à-dire la sociologie n'est pas si nombreuse que ça sur Saclay, même si elle existe à Évry, elle existe à Cachan et elle existe à l'UVSQ. Finalement, la sociologie de l'environnement, de l'énergie, elle est quand même très faible, quoi. On est plutôt autour de l'action publique, du travail, de la sociologie du droit et de la justice, enfin voilà.
de la socialisation. Donc c'est un peu une des raisons pour lesquelles c'est vrai qu'on cherche quand même ici, on a du mal, et c'est pour ça que, enfin, il faut dire qu'on galère un peu là-dessus aussi, à trouver des collègues des autres, et du coup c'est vrai que moi aussi, enfin moi j'ai quand même ce que l'économie prend aussi toute sa place, parce que il n'y en a pas d'autres qui prennent la place. Il y a beaucoup d'économies d'énergie dans ce pays, même si on pourrait beaucoup parler aussi du renouvellement nécessaire de l'économie d'énergie en France. Hein. Il y a un sujet patent là. Question au fond. On voit aujourd'hui des technologues qui vont questionner les SHS. Les SHS questionnent également les technologues. Je voudrais avoir votre avis, vous des SHS. Est-ce que vous pensez qu'il y a un équilibre? Est-ce que vous allez autant chercher les technologues que nous allons chercher les SHS quand nous allons les chercher, comme certaines fois c'était dit, pour faire bien à la fin d'un projet? Bon, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a quelque chose à rééquilibrer? Ou est-ce que c'est normal, c'est équilibré? Si vous n'avez pas d'inconvénient, je vais prendre la charge de répondre à cette question et je ferai quelques... D'abord, je m'empresse de dire que les SHS ne me sont pas totalement étrangères. Je suis moi-même du domaine. Je vais parler plus fort. Je suis capable de parler vraiment extrêmement fort. Là, je suis juste mezzo forte. Juste revenir sur quand même quelques points dans ce qui a été dit. On ne va pas, je pense, déployer ici la diversité énorme et admirable la diversité des SHS, etc. Sachez, c'est magnifique, c'est grand, c'est divers. Je voudrais seulement mentionner, à côté de l'économie, il est évident que l'économie, par exemple, du point de vue de la détermination des tarifs, on comprend qu'elle soit très naturellement impliquée dans les questions du photovoltaïque, la sociologie, les sciences politiques, naturellement. Je mentionne aussi l'importance croissante des sciences du comportement, qui ont un potentiel contributif à la recherche très important là-dedans. Je le dis parce que mon souci, cette fois-ci dans ma fonction à la DGRI, c'est d'obtenir de manière croissante ce qu'on appelle le mainstreaming des SHS. C'est-à-dire que, soyons clairs, les SHS, dans les projets Horizon 2020, ils souscrivent aux défis éponymes Société innovante, mais le nombre de projets de valeur comportant une part substantielle et novatrice de SHS qui est déposé dans le challenge européen relatif à l'énergie est infinitésimal. Donc, je pense que nous avons maintenant fini, ça a été conduit de manière remarquable, le stade de la diplomatie scientifique. On s'est expliqué, on s'est rencontrés. Ancre a rencontré Athéna, nous avons rencontré des gens de physique, nous avons constaté que nous étions des bipèdes rationnels, tous, qui avaient probablement moins de différences que nous croyons. Maintenant, je pense que le moment est venu de franchir un cap nouveau dans des projets intégratifs reposant sur l'interdisciplinarité, mais pas seulement comme occasion de se rencontrer, mais l'interdisciplinarité dictée et obligée par la nature des problèmes qu'on cherche à résoudre. Alors, juste pour répondre maintenant très précisément, et je m'empresse de le dire brièvement à la question, je crois qu'en fait, il y a une convergence désormais entre technologies, tout au moins dans les pays européens, hein, le contexte français est un peu compliqué, entre technologie et SHS, qui tient notablement au fait que, comme on le dit, l'anticipation du besoin, la prise en compte des paramètres culturels locaux intervient de plus en plus en amont dans la conception du produit. C'est une remarque très disséminée et triviale, mais on peut avoir des secteurs industriels entiers, je pense à tout ce qui concerne le design, dans lequel effectivement l'interaction entre les deux se fait. Désormais, il n'y a plus guère d'entreprises technologiques qui ne se soucient, dès le stade de la conception, d'avoir un marché et donc de se préoccuper des paramètres, notamment esthétiques, mais pas seulement, de la communauté potentielle de ces acheteurs. Je ne sais pas si je réponds ou pas, peut-être pas. Les SHS au niveau académique, oui. Montent-elles des projets en allant chercher pour faire bien des technologues? Non.
Je vois pas ces choses. Vous avez de manière croissante des startups qui émanent des SHS. C'est l'une des actions qu'on suit le plus énergiquement, si je peux dire, dans ce contexte de ce genre à la DGRI. Vous avez, avec la 3e édition du salon innovatif SHS, il y a de manière assez naturelle un investissement des SHS dont résultent des startups. La liste peut vous en être fournie. Alors après, elles ne sont pas de nature forcément technologique et la forme suprême de la valorisation économique des SHS n'est peut-être pas la prise de brevet. Ça, c'est autre chose, mais l'application va croissant et c'est une très bonne chose. Parce que, je tiens à le dire, on ne peut pas continuer dans la conception autophagique de l'enseignement supérieur et de la recherche dans laquelle les docteurs formés par les SHS deviennent tous des maîtres de conférences ou des chargés de recherche au CNRS. Non, mais ça, c'est fini, ça. Je ne sais pas où vous voyez ça, mais ça n'existe plus. Enfin, on sait bien qu'il n'y a plus de postes. Donc les docteurs, on ne les recrute pas pour... les docteurs, ils ont pas... Il y en a combien sur 10 qui rentrent dans l'enseignement supérieur? En histoire, il y a 250 docteurs nouveaux chaque année pour un poste de maître de conférence. Donc, à ma place, bon, qui est une place relativement laborieuse, mais enfin, je suis obligé aussi de m'occuper de ceci. Donc, absolument dans la ligne de ce qui vient d'être discuté, en effet, nous nous efforçons, avec Roman, on est une statue d'Escandi, mais d'accroître l'interfaçage entre le monde des SHS et celui d'entreprise, aussi bien que celui de la décision publique, en tout cas en dehors du monde de l'ESR. Ouais, enfin, peut-être pour rebondir là-dessus, c'est vrai que du point de vue ADEME, on a vu beaucoup dernièrement quelques branches des SHS, donc surtout sociaux, ergonomie, économie, en lien avec des projets, enfin, notamment avec les investissements d'avenir, hein, qui effectivement cherchent des marchés. Donc en fait, c'est plutôt effectivement des PME, des entreprises qui vont faire venir ces compétences-là, plus pour le design du produit. C'est exactement ce que vous disiez. Là où on s'interroge, c'est aujourd'hui, on veut faire cette transition énergétique. Il y a vraiment un enjeu énorme de changement de comportement. Comment comment comprendre les sous-jacents au changement de comportement. Et clairement, enfin, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est cette interdisciplinarité-là qu'il faut développer, mais aussi sur, non pas le développement de produits, mais la compréhension de tout ça, avec des géographes, avec des historiens, enfin, avec des compétences qui, à ce stade ou à ce jour, on n'en a pas vu. Je n'ai pas vu beaucoup autour des projets ADEME, enfin, anthropologues, etc., etc. Enfin, voilà. Nous, en tout cas, c'est des questions qui sont aujourd'hui vraiment mises sur la table. Voilà. Mais si je puis me permettre d'intervenir, dans les collègues avec lesquels je travaille dans les pays du nord de l'Europe notamment, il y a quand même beaucoup d'entreprises ou d'universités d'ingénieurs qui ont des anthropologues maison de l'énergie, qui ont des sociologues maison de l'énergie. Et je ne sais pas si c'est pas quelque chose de très très courant en France. Les écoles d'ingénieurs peuvent aussi recruter face à... Mais je crois, enfin, dans le nord de l'Europe, il y a aujourd'hui énormément de travaux de sciences sociales qui sont avec des sciences, la question qui était posée, c'est avec de la recherche un peu fondamentale de sciences technologiques. Est-ce qu'il y a des collaborations pour montrer, notamment en amont, comment se construisent les projets technologiques? Et là, en France, on ne le fait pas. Il y en a très peu. Et je pense que la diplomatie, dont vous dites qu'elle est faite et qu'on peut passer à autre chose, n'est pas du tout établie. Et ces ponts ne sont pas faits en France. Et quand on fait des tentatives, on se rend compte que les rencontres ne se font pas comme ça, quoi. Qu'il y a un travail d'approche, il faut se comprendre pour monter des projets, pour monter au niveau européen et pour arriver à faire des collectifs qui soient capables d'avoir cette force de proposition. Et je crois que c'est quelque chose de différent et qui soit que la descente des SHS vers le design et vers des valorisations qui sont tout à fait souhaitables aussi sous la forme de start-up. La question qui était posée était sur des collaborations de sciences. Juste, je réponds factuellement. Vous avez des exemples, certes, ils sont rares, trop rares encore, mais d'anthropologues ou de sociologues ou de politistes dans des entreprises qui ont des interviews. C'est un film qui a été monté dans le cadre du plan SHS par le consortium de valorisation thématique SHS. Vous avez de longues interviews d'anthropologues et de politistes, etc., qui sont en entreprise. Donc on va faire dans l'ordre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mises sur les rangs. Il y a une question au fond. Oui. Oui, c'était plutôt une double observation qu'une question. C'est-à-dire que moi, je suis assez d'accord avec les représentants des sciences sociales pour dire qu'il y a une partie qu'on a du mal à faire avancer,
qui se rejouent un petit peu systématiquement et pour lequel il y a des responsabilités partagées. C'est-à-dire que cette idée d'une convocation instrumentale des sciences sociales pour arriver à accompagner ou faire changer des comportements, elle reste assez forte, quand bien même il est admis aujourd'hui que, d'une part, les sciences sociales ne servent pas qu'à éduquer les gens, ne sont pas centrées sur des objets individuels et qu'il y a une dimension d'investigation liée aux transformations structurelles, à la gouvernance, à la mise en question des savoirs issus des sciences dures. À l'opposé, du côté des sciences sociales, et ça répond un peu à votre question, il y a un travail en direction des sciences dures, de la physique, des sciences de l'ingénieur, mais avec toujours cette idée que c'est quand même d'abord un objet de recherche. Le chercheur sur le photovoltaïque, quel curieux objet. Et ça n'est pas un hasard si aujourd'hui, parmi les courants dominants des sciences sociales, il y a toute l'influence du Centre de sociologie d'innovation, de Bruno Latour, qui a fait de la vie de laboratoire l'objet d'une observation plus que d'une coopération. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui est de l'ordre aussi du malentendu peut-être, mais du malentendu, c'est que les sciences sociales ne relèvent pas d'une science cumulative ni paradigmatique. C'est-à-dire qu'il n'y a ni accumulation ni révolution qui amènerait à changer de régime de connaissance, mais on est sur un modèle beaucoup plus rhizomatique. Donc, du coup, pour des scientifiques extérieurs, il y a l'impression d'un caractère insaisissable des sciences sociales. Vous nous dites quelque chose, et puis on rencontre quelqu'un d'autre, ou on va voir quelqu'un 3 ans après, il dit autre chose, elles sont un peu insaisissables. En même temps, il y a une commande publique de sciences sociales qui participe aussi de ça, dans la mesure où elle est oublieuse. Et David, je suis désolé, quand tu dis que l'ADEME commence à s'intéresser à ça, l'ADEME a produit énormément de travaux de sciences sociales, simplement l'ADEME ne les capitalise pas plus que le PUCA les capitalise, et peut-être qu'il faudrait qu'on soit capable d'inventer, nous, dans les sciences sociales, quelque chose qui serait de l'ordre d'une conférence de consensus, où on établirait un peu des consensus sur les controverses, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas. Pourquoi une partie des sciences sociales parle de comportement et une autre partie récuse la notion de comportement? Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui est simplement du microcosme ou quelque chose qui intéresse la collectivité publique? Voilà. Et puis, bon, j'avais un troisième piste à proposer, mais je vais m'arrêter là. Une réponse très brève du côté de ce que fait le ministère. D'abord, j'aime beaucoup votre remarque insolente, mais tout à fait juste, du début, sur le fait que la sociologie, la Latour, qui est fondamentale, a en effet eu un rapport aux sciences dures, qui a été un rapport, comme on appelait ça, d'ethnométhodologie. C'est-à-dire, on regardait la tribu des laborantins, et que ce n'est pas le même rapport que celui de coopération qui est aujourd'hui reçu. Je suis totalement d'accord avec cette observation. Ce que nous faisons à notre mince échelle au ministère pour essayer de restaurer ce compagnonnage scientifique dont nous savons qu'il est indispensable, ne serait-ce qu'à la progrès sur les défis, pour ainsi parler, qui sont posés, c'est, j'ai mentionné l'approche explicative, mais nous avons quand même des infrastructures de données. De manière croissante, nous mettons à disposition des chercheurs des données, y compris des données géolocalisées. Vous avez désormais ce qui est à l'horizon à l'échelle européenne en matière d'infrastructure de données, c'est l'appariement des données. Vous avez des larges séries concernant les données de santé, les données économiques, les données représentationnelles et idéologiques. Il va de soi que la connaissance et l'usage de ces données, qui pour le moment en France est insuffisamment développé, il y a un problème de culture des données, comme on dit en sciences sociales en France, sera de nature, à notre sens, à avancer, en effet, bien au-delà des problèmes de diplomatie scientifique qui ont été évoqués. Oui, juste, peut-être je me suis mal exprimé, j'ai absolument pas voulu dire que l'ADEME se mettait aux sciences sociales, c'est pas tout ça que je voulais dire. Bien évidemment, il y a tout un corpus et ça fait des années qu'on les soutient. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, au vu de notre nouveau contrat d'objectifs, de vraiment l'enjeu de généralisation, on se réinterroge sur le périmètre et comment développer davantage cet axe-là. Il y a une réflexion sur un plan d'action SHS, etc. Donc, c'est vraiment cette réinterrogation et puis cette ouverture aussi aux différentes thématiques. Et après, je prends l'idée de faire un bilan. Il y a déjà eu une publication l'an dernier sur le changement de comportement, qui est une publication assez, ça fait bien 100 pages, je pense, qui est assez intéressante et qui passe en revue un peu les différentes questions et les différents
apprentissages de tout cet historique en fait de projets qui ont été soutenus, mais je suis tout à fait ouvert pour s'il faut approfondir et aller davantage dans aussi la mise en évidence des controverses, etc. C'est bien pris. Merci. Daniel avait une question. Oui, alors c'est une question et un commentaire. Moi je suis à l'interface un peu entre la recherche dans le labo et puis l'aspect développement industriel. Et donc je crois qu'il y a un élément essentiel qui quelque part qu'il faut intégrer à nos discussions, c'est quid de l'industrie. Aujourd'hui, il y a une crise, le photovoltaïque en France, en Europe, traduit, il y a des crises industrielles, parce qu'il y a eu des compétitions, des choses qui sont cassées. Donc aujourd'hui, il faut recréer, et c'est un élément essentiel, recréer un tissu ou créer un tissu industriel du photovoltaïque et tout ce qui va autour. Parce que si on reste indépendamment de la création, et ça c'est de la sociologie également à deux points de vue, si on ne se prend pas en charge, comment faire en sorte que l'industrie photovoltaïque en France soit plus visible, comment faire en sorte qu'on ait envie d'acheter un panneau qui s'appelle Renault photovoltaïque, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir aussi une réflexion sur la filière industrielle à tous les niveaux. Nous l'avons au niveau de la recherche, puisqu'on cherche à développer des liens avec l'industrie pour accélérer finalement. Je crois qu'il faut porter ce débat. Je souhaite voir des ateliers, par exemple citoyens, de jeunes qui vont travailler sur l'installation, etc. Donc je vous pose la question, et ça me semble un élément essentiel pour la vision à long terme. S'il n'y a pas d'économie du photovoltaïque avec des emplois, etc., on est un peu hors sol. Quelqu'un veut réagir? Moi, je voudrais juste un mot sur, ça me fait penser à ça. Il me semble que, alors il y a plusieurs choses. Je pense que les SHS sont pris dans un certain nombre de stéréotypes et de mythes. Le stéréotype du gars ou de la fille dans son bureau qui ne bouge pas, qui ne parle avec personne. Ça, je crois qu'il faut... Enfin, bon, peut-être qu'en histoire médiévale, et encore, en histoire médiévale, par exemple, c'est le parfait exemple de gens qui vont travailler avec Soleil, c'est-à-dire avec des physiciens. Voilà, c'est sa clé aussi. Donc, je pense que ça existe peut-être encore un peu, mais il faut voir que nos doctorants et nos doctorantes, de plus en plus, font des chiffres. Alors, faudrait faire les indicateurs sur le nombre de chiffres, etc. Mais il y en a de plus en plus, parce que de toute façon, il n'y a plus d'argent ailleurs. Donc on n'a pas le choix. Donc on le fait, ou alors on meurt. Donc ça, c'est le premier mythe. Enfin, et puis après, il y a en revanche une sorte d'injonction contradictoire où Saclay, par exemple, nous demande à la fois d'avoir un niveau de compétence, de niveau de publication, et notamment de publication en langue étrangère, extrêmement forte, qui est liée, qui donc nécessite un travail de recherche fondamentale très élevé, et puis après, voilà. Et puis dans le même temps, un travail de participer à l'innovation. Et là, je suis d'accord qu'il faut faire les deux. Je suis d'accord, mais les chercheurs, ils sont quand même aussi très largement évalués, et sur ça, les primes, c'est ça, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais qui me semblent vraiment très importantes, c'est-à-dire qu'il y a ces deux aspects-là qui sont quand même, qui ont quelque chose d'éventuellement contradictoire. Alors moi, comme je suis un peu optimiste, j'essaie de penser que ça peut être dialectique, c'est-à-dire d'essayer de penser comment on peut à la fois construire des logiques d'innovation et des logiques de recherche fondamentale, peut-être pas en même temps, mais dans un laboratoire, à des moments différents de notre carrière, à des moments différents de l'avancée de la recherche que l'on mène. Mais ça n'a rien d'évident. Peut-être en montant systématiquement des comités de pilotage où les chercheurs rencontrent systématiquement les commanditaires, et que par conséquent, il y a des choses qui peuvent être appliquées très vite ou assez rapidement, avant même peut-être le résultat définitif des recherches, que sais-je, des choses comme ça, des workshops comme ça, où on retrouve à la fois des chercheurs en sciences sociales et des acteurs. Alors moi, en sociologie du travail, par exemple, c'est ce qu'on fait un peu, c'est-à-dire qu'on va tout de suite... il faut inventer des choses qui ne sont pas sur le mode de la conférence
du grand colloque, etc., mais qui sont sur le mode du workshop où les gens discutent entre eux, de l'atelier, enfin des choses comme ça. Il faut sans doute inventer des choses comme ça qui permettent de résoudre cette contradiction entre ces deux injonctions, et il y en a beaucoup d'autres, hein, je vous passe le rapport à l'enseignement, le rapport à l'administration, etc., mais au moins, en termes de recherche pure, ces deux injonctions-là, moi je trouve qu'elles sont compliquées, et tout ça, toute la question de l'énergie, je trouve, elle résume bien toutes ces difficultés-là, parce que c'est effectivement le lien avec l'innovation, avec l'industrie, avec ces questions-là est central, et en même temps, on voit bien qu'il faut aussi ce travail de recherche fondamentale et que c'est très difficile que la traduction soit immédiate. Enfin, vous voyez, et c'est compliqué, quoi. La question, c'est comment on fait les deux. Et moi, je pense que ça, c'est un point vraiment important. Alors, une dernière remarque, désolé, mais on va se demander de clore, de Frédéric Ravel. Oui, donc, première remarque, juste pour dire qu'au ministère, l'énergie et les SHS sont tout à fait, j'allais dire, conjointes et d'ailleurs j'en veux pour prendre ma place ici dans cette salle à côté de mon collègue directeur scientifique des SHS. La proximité locale ne peut pas être plus grande. Donc j'entends par là que nous travaillons quotidiennement à faire en sorte qu'on puisse arriver à travailler. Moi je suis un optimiste, je pense qu'on va y arriver. Alors la question que j'ai, c'est l'énergie, c'est un domaine. Peut-être qu'on commence par un domaine qui est difficile, SHS et énergie. Alors ma question, je me disais que comme je suis aussi responsable d'un autre domaine qui est celui de la mobilité, il me semble que dans la mobilité et SHS, on a là une situation qui est plus proche. Pour qu'il y ait fusion, il faut qu'il y ait d'abord rapprochement des atomes, hein, on va le dire. Donc là en tout cas, avec la mobilité, on a quelque chose où on a des urbanistes, des géographes, des sociologues, etc. Et aussi le spécialiste de Dieu sait la traction électrique de Dieu sait quoi, ou la combustion de, etc. Donc peut-être qu'on peut aussi s'inspirer, peut-être, hein, c'est une piste, de ce qui se passe dans la partie mobilité SHS pour essayer de faire un jour un cocktail SHS énergie ou énergie SHS. Ouais. Non, mais c'est en train d'émerger, SHS Énergie. Enfin, je veux dire, depuis 3 ans, enfin, il y a une génération de doctorants qui est en train de monter, on le voit dans les conférences. Enfin, voilà, il n'y a rien qui se passe, les choses se mettent en place. Mais je le sais. J'espère que cette journée vous aura montré qu'il y a des envies, il y a des progrès en la matière, il y a des structures qui se créent, il y a des travaux. Dans la grosse difficulté, c'est vrai, ça a été très bien dit, je pense, par Laurent Imes, c'est les barrières à l'entrée, en fait, pour créer de l'interdisciplinarité. C'est vrai que ça nous oblige, quand on est spécialiste d'un domaine, d'une discipline, à prendre du temps pour s'expliquer, comprendre ce que font les autres dans une autre discipline. Pendant ce temps-là, on ne publie pas. Et donc, c'est un vrai problème dans les carrières. Le point évoqué par Laurent est effectivement très prégnant. Je vous remercie beaucoup. Merci. Terminer cette Nous allons demander à Stéphano Olgi, le directeur de la message, de conclure cette journée. Ma conclusion va être rapide parce que la journée a été longue, très intéressante. Je tiens à remercier à nouveau les organisateurs, Jean-Marc, Jean-Guy. Travail excellent. Je pense que c'est un succès cette conférence. C'est exactement ce qu'on souhaite au niveau de la Maison des sciences de l'homme. Cette collaboration avec le Club de l'Orme, avec l'Institut photovoltaïque, avec est bienvenue, absolument. Maintenant, la question de l'interdisciplinarité, j'avais parlé au départ de l'interdisciplinarité entre les SHS et de l'interdisciplinarité entre les SHS et les autres sciences. Ce que je retiens de cette journée est que peut-être la transition énergétique et le photovoltaïque en particulier représentent des domaines où l'interdisciplinarité entre les SHS peut être relativement facile. On a vu des présentations à cheval entre les sciences de gestion et l'économie. Nadai au départ a apporté un point de vue socio-économique, donc il y a une possibilité de dialogue, une possibilité d'interaction. Selon moi, plus difficile est l'articulation avec les autres sciences, c'est-à-dire à nouveau l'enjeu
l'enjeu aussi de l'MSH est de dépasser les SHS pour promouvoir l'acceptabilité, hein, il faut aller au-delà de tout ça, et aussi ne pas se réduire, par exemple, je suis un économiste mainstream, donc je m'autorise à dire ça, il ne faut pas se réduire à une analyse coût-bénéfice, par exemple, du photovoltaïque. Il faut vraiment partir des questions intrinsèquement interdisciplinaires. J'ai ma définition, moi, de l'interdisciplinarité. Vous savez, il y a l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité, pluridisciplinarité, transdisciplinarité. Disons, on pourrait parler longuement de ça. Mais moi, je pense qu'interdisciplinarité, c'est répondre à des questions pour lesquelles la participation conjointe d'au moins 2 disciplines est nécessaire. Autrement, il n'y aura pas la réponse à la question. Par contre, la pluridisciplinarité peut se réduire à la juxtaposition des regards des différentes disciplines sur un objet qui est étudié par les sociologues, les économistes ou encore par les spécialistes des autres sciences. Donc, ce que je retiens pour conclure de cette journée est que la transition énergétique et les photovoltaïques sont des domaines où l'interdisciplinarité SHS est relativement facile. Et on l'a vu aujourd'hui dans les présentations, il faut continuer. Maintenant, l'enjeu, on le voit au niveau des IRS dans lesquels les MSH sont impliqués, comment faire de la recherche SHS qui porte sur des questions vraiment interdisciplinaires avec les autres sciences et pas simplement produire un discours d'acceptabilité ou un discours bêtement économique. Excusez-moi ces termes. Voilà. Donc, je remercie encore. Je pense que la journée a été un succès. Je remercie à la fois les organisateurs et aussi les intervenants, les participants.